Cette réunion est avant tout l'occasion de se voir. Nous sommes dans le même secteur et ici sont réunis tous les acteurs publics du secteur. Nous sommes entre nous donc agents du public, en mission de l'État pour les hydrocarbures de notre pays. Nous nous voyons souvent, même assez souvent, mais il est bon que nous ayons ce moment de rencontre convivial entre agents de l'État en mission pour l'État au service du même secteur, pour partager nos points de vue, pour échanger, pour s'accorder, pour écouter le chef de département, bien sûr, pour que ce dernier vous écoute aussi. C'est le moment d'accorder les violons. Pour être efficace, il est bon de marcher tous dans la même direction. Et donc il est bon que cette direction soit fixée et rappelée régulièrement, réajustée si nécessaire. Mais il est bon que l'on marche dans la même direction à la même vitesse. Si une barque est conduite par des personnes qui sont chargées de la pagaie à gauche et à droite, et si cela ne va pas à la même vitesse, il y aura probablement des problèmes d'efficacité et de résultats. Il faut donc s'entendre sur le ton, sur la cadence. Elle est indiquée par le chef de département et elle doit être partagée, appropriée par tout le monde pour que nous puissions gérer les priorités comme les priorités, de court terme comme du court terme, de moyen terme comme du moyen terme et de long terme comme du long terme, tous ensemble de la même façon, à la même vitesse. Prenant la parole pour la première fois devant vous tous réunis depuis le début de l'année, je voudrais saisir cette opportunité pour vous présenter à tous les vœux les plus sincères, à vous et à vos familles, de santé, de paix, de bonheur, de prospérité et de succès dans toutes vos entreprises, mais particulièrement pour celles qui nous réunissent ensemble au sein du département. Je souhaite que 2023 soit une année de consolidation de tout ce que nous avons commencé à entreprendre, une année d'affirmation de la direction que nous avons indiquée, à savoir faire de ce secteur une fierté pour la nation. Je parlais de direction que nous devons partager. Cette direction, elle est ancrée sur des fondements très solides qu'il est bon de rappeler. J'ai déjà dit qu'il devrait être pour nous tous presque des livres de chevet. Le premier fondement, évidemment, c'est le projet de société de M. le Président de la République, sur la base duquel il a été élu par le peuple, qui lui a donc fait confiance pour 5 ans de plus. C'est ce projet de société qui est son contrat avec le peuple. Et c'est pour l'aider à mettre en œuvre ce contrat avec son peuple qui nous a tous fait confiance, en nous confiant une partie de ses responsabilités. Parce que le chef de l'État, c'est lui. Il est bon donc de se l'approprier si ce n'est pas déjà fait et trouver de temps en temps quelques minutes, quelques heures pour le relire, au moins en ce qui nous concerne, mais aussi de façon générale pour comprendre la globalité de son projet et comprendre comment nous nous insérons dans cette globalité. Il y a ensuite la déclaration de politique générale du Premier ministre. Dans notre Constitution, nous avons préféré l'appeler programme d'activité, programme d'action, lu devant le Parlement réuni en Congrès. C'est l'engagement de son gouvernement, par la voix du Premier ministre, chef du gouvernement, à tout mettre en œuvre pour réaliser ce projet de société. Ce programme d'action nous engage, puisque évidemment, il engage tous les ministères au nom desquels le Premier ministre le prononce.
il est bon aussi de trouver du temps pour le lire. On y trouve notamment ce qu'il a appelé lui-même pour lui, c'est les 12 batailles. Pour mettre en œuvre ce programme d'action et déposer le soutien du président, le gouvernement s'est doté d'un outil de planification, de programmation. C'est le PND. Il était 2018-2022, il est maintenant 2022-2026. C'est la base de notre programme de développement. Nous devons nous l'approprier, sinon nous courons le risque de marcher ou à contre-courant ou d'être hors sujet. Le pétrole n'échappe pas évidemment au PND. Même si on trouve peu de choses sur le pétrole dans le PND, mais il est clairement dit que le pétrole doit soutenir la volonté du président de diversifier l'économie en apportant notamment les ressources nécessaires. Ensuite, il y a le décret qui définit les missions du ministère. Il est important que tous les cadres du ministère connaissent ces missions, pour ne pas courir le risque de faire autre chose que ce qui nous a été prescrit par le président et par le Premier ministre. Les missions exécutées par le ministère s'appuient sur un cadre juridique, sur un corpus juridique constitué d'un certain nombre de lois. La plus importante d'entre elles, c'est la loi portant code des hydrocarbures, qui a été révisée en 2016. Mais il y a d'autres lois. À partir de ces lois, et notamment du code des hydrocarbures, d'autres documents juridiques sont élaborés, notamment dans notre cas, les contrats de partage de production, qui sont l'élément qui nous lie avec des acteurs au niveau de l'aval pétrolier. Au niveau de l'aval pétrolier, une batterie de textes d'application pris depuis longtemps, depuis presque 20 ans, encadre l'activité de l'aval pétrolier. Il y a d'autres textes sur le contenu local, la sous-traitance, pris en commun avec d'autres ministères. Ce corpus juridique, il est important que nous le connaissions et peut-être qu'il faudrait qu'on imagine un jour de faire un séminaire de rappel de ce corpus juridique, de ce cadre juridique, pour que chacun s'en imprègne et que nous en ayons tous la même compréhension, parce que nous sommes censés être les premiers responsables de la mise en œuvre de ce cadre juridique, de ces textes juridiques, les premiers responsables de la mise en œuvre. Si nous ne les approprions pas nous-mêmes, alors qui va le faire à notre place? C'est nous qui devons veiller à leur application. C'est nous qui devons les faire évoluer en fonction des différents paramètres qui peuvent être modifiés. C'est nous qui devons les améliorer constamment. C'est nous qui devons aller en contrôler l'application auprès des autres acteurs, notamment ceux du secteur privé. Donc la maîtrise de ce corpus juridique est très importante pour tout cadre. Et au minimum, on devrait au moins maîtriser les textes qui relèvent du sous-secteur dans lequel on est engagé. Ceux de l'amont doivent connaître tous les textes de l'amont. Ceux de l'aval doivent connaître les textes de l'aval. Et puis il y a tous les textes de portée générale, textes connexes, et ainsi de suite. Mais je crois que quand on est cadre, il est bon, ne serait-ce que pour la culture générale, mais aussi parce que par moment on peut être amené à changer de sous-secteur, on peut être amené à être utilisé à un niveau où on fait face à tous les secteurs. Il vaut mieux être quand même imprégné même de ce qui ne fait pas partie de votre métier. Ceux qui sont nommés aux hautes fonctions, quand on est secrétaire général de la SNPC, quand on est directeur général de la SNPC, quand on est conseiller du ministre, le directeur général des hydrocarbures, malheureusement, on doit aborder toutes les questions et pas seulement celles de son métier. Le DGH, c'est un secret de polichinelle et de l'amont, mais aujourd'hui les DGH. Et il doit gérer l'aval pétrolier, il a dû apprendre. Et ainsi de suite. Mais il y a aussi quelques textes de portée générale dont nous devons améliorer notre connaissance. Il y en a plusieurs, mais je voudrais y
il y a beaucoup de textes qui ont été pris au niveau de la primature notamment, sur la transparence, sur la performance. Nous voulons aller vers la gestion axée sur les résultats. Tout cela nous concerne tous. Parmi les textes qu'il évoque que nous connaissions, il y a la loi des finances, dans laquelle évidemment se trouve un certain nombre de postes qui nous concernent directement. Chaque cadre doit la connaître. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais là, c'est pas nul, c'est nul cadre, je devrais dire, n'est censé ignorer cette loi. Il y a des lois comme celles qui régissent les entreprises et établissements publics. Il y en a quelques-unes et quelques-uns dans notre secteur. Il y a la loi relative aux nominations aux hauts emplois et fonctions civiles et militaires. C'est la prérogative du chef de l'État, c'est une prérogative constitutionnelle, c'est important de connaître cela. Sinon, on court le risque de se tromper. Et il est arrivé que parfois les ministres se trompent. Donc ça arrive au meilleur. Alors, s'agissant du décret qui date de 2003, qui fixe les attributions du ministère des Hydrocarbures, je voudrais les rappeler. D'après le décret, voici les attributions du ministère des Hydrocarbures. Promouvoir et développer le secteur des hydrocarbures. Gérer le patrimoine national en matière d'hydrocarbures liquides et gazeux. Définir et élaborer la politique nationale en vue d'une gestion efficiente des ressources pétrolières. Promouvoir le développement d'une industrie nationale dans le secteur pétrolier. Établir des relations de coopération avec des organismes internationaux du secteur pétrolier. Voilà donc les attributions que nous n'avons pas jugé nécessaire de modifier depuis 10 ans maintenant, puisque le reste est totalement d'actualité. Ce ministère a connu une évolution récente de son organisation, avec au niveau du cabinet 5 nouvelles directions rattachées. Nous pourrons entrer dans les détails tout à l'heure si vous le souhaitez, et j'espère que ceux qui le voudraient pourront s'exprimer là-dessus et poser des questions, c'est le moment de le faire. Et la création de 4 nouvelles directions générales en lieu et place de la direction générale des hydrocarbures, ainsi que d'une inspection générale des hydrocarbures. C'est donc la nouvelle architecture de notre secteur, de notre ministère. Nous travaillons à la mettre en œuvre assez rapidement avec le Premier ministre et le chef de l'État. On commencera par la nomination des directeurs généraux et de l'inspecteur général des hydrocarbures. Ensuite, nous passerons à la nomination des directeurs. C'est sans doute même, je dirais, le plus facile. Le plus difficile, c'est ce qui doit venir après, à savoir mettre en place l'ensemble de l'organisation avec sous les directeurs, les services, les bureaux, et surtout, nous y tenons, définir les fiches de poste de chaque acteur de cette nouvelle organisation, de façon à ce que la désignation, le choix de chacun des acteurs se fasse sur des bases connues. Probablement, nous ferons travailler des cabinets pour nous aider à ça. Et donc, évidemment, nous ferons d'abord appel à la compétence disponible au niveau du ministère, au niveau des structures sous tutelle, le cas échéant. Et si cela ne suffit pas, parce que c'est beaucoup, 4 directions générales nouvelles, une inspection générale, ça fait 5 entités, en lieu et place d'une, plus 5 directions rattachées au cabinet, il faudra beaucoup de monde. Peut-être que nous pourrions être appelés à aller chercher le personnel ailleurs, on verra, avec le ministère de la fonction publique, si on peut trouver quelques jeunes Congolais qui ont des compétences que nous recherchons et qui pourraient donc être affectés au ministère des hydrocarbures. Si ça ne suffit pas, j'ai l'intention de négocier avec le gouvernement pour être autorisé à pratiquer la contractualisation. Avoir donc non seulement des fonctionnaires, mais des agents de l'État contractuels. Mais évidemment, nous pourrions être amenés à faire appel à du détachement, ce qui est une pratique normale.
niveau de tous les ministères et au niveau de la présidence, où de nombreux cadres, à commencer par moi-même, avons été appelés à servir le pays dans le cadre d'un détachement. Dans mon cas, je venais même du privé. Et donc il est normal que les entreprises publiques sous tutelle puissent servir de vivier pour accomplir des missions de l'État. Je voudrais rappeler ici que les agents des entreprises et établissements publics de l'État sont des agents de l'État. Mais ils sont des agents qui ne sont pas des fonctionnaires toujours. Il y a aussi des fonctionnaires là-bas, parfois. Mais ce sont des agents contractuels de l'État. Par conséquent, le même État peut décider en toute autorité de les utiliser ailleurs que dans l'entreprise où ils ont été contractés. Et c'est pour ça que vous voyez dans le mouvement des cadres des entreprises qui deviennent même des ministres. Encore une fois, c'est mon cas. Je suis allé au gouvernement, j'étais agent de la SNPC. Et il y a encore à la présidence aujourd'hui, un peu partout, des agents d'entreprises d'État, nombreuses et variées. Mais au niveau du ministère des Hydrocarbures, nous avons aussi pris l'habitude de faire appel aux compétences du secteur privé. C'est la date de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Et si cela est nécessaire, eh bien, nous verrons, sans déshabiller totalement Pierre, comment pouvoir aux besoins de Paul. C'est un vaste chantier que nous allons essayer de réaliser d'ici fin mars, et j'espère qu'on va y arriver, pour asseoir la nouvelle organisation. Au-delà des personnes, il y a évidemment forcément des problèmes d'installation. Nous travaillons à les résoudre, à trouver des bureaux, à les équiper. Peut-être aussi pouvoir les transporter, les équiper en bureau, mais les équiper aussi enfin mobilier, mais aussi, surtout pour moi, et c'est très important, en moyens numériques. Tout ça, on espère pouvoir le régler d'ici fin mars. Alors, ayant dit cela, je voudrais rappeler, chaque entité est censée être assise sur des valeurs. Je voudrais rappeler quelques valeurs auxquelles je crois nous devrions tous être attachés. La première des valeurs auxquelles je suis très attaché, c'est celle, moi je l'appelais le brassage. Il n'y a aucune raison pour que dans ce secteur, nous ayons des couloirs, nous ayons des chapelles. Aucune raison. Le public, d'un côté le privé, même si aujourd'hui c'est ce qu'on a fait. Mais c'est pour des raisons d'ordre organisationnel. Après, les acteurs du secteur public, évidemment, je rencontrerai celles du secteur privé. Nous devons communiquer entre nous, nous devons travailler ensemble, nous devons être mus par l'intérêt commun qui nous réunit. Ce brassage signifie aussi que nous devons apprendre à travailler de façon mixte dans des groupes de travail, des commissions, des comités mixtes. J'en ai trouvé beaucoup et c'est une très très bonne chose. Nous devons continuer à promouvoir cette façon de travailler, c'est une façon de travailler à la fois transversale et horizontale. Je voudrais rappeler que une administration ne fonctionne pas sans des documents administratifs. Et parmi les documents administratifs, il y a les rapports. Sur ce plan, nous ne sommes pas très exemplaires, en tout cas pour ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé. Je voudrais rappeler que le ministre a l'obligation, et cela va se préciser davantage aujourd'hui avec la volonté d'aller vers la gare, a l'obligation de fournir un rapport annuel. Et ce n'est pas son rapport annuel personnel, c'est le rapport annuel du secteur. Pour qu'il y ait ce rapport annuel du secteur, il faut que toutes les entités fassent parvenir au ministère leurs rapports annuels. Et pour obtenir ça, c'est toujours un peu la bagarre. Mais le rapport annuel, dans son élaboration, devrait être facile à réaliser si l'on fait des rapports mensuels et des rapports trimestriels. Si on fait des rapports mensuels, le rapport trimestriel est une agrégation des rapports mensuels
Et si on fait le rapport trimestriel, le rapport annuel est l'agrégation de 4 rapports trimestriels, donc c'est très facile. Mais si on ne fait pas du tout de rapport ni mensuel ni trimestriel, évidemment si à la fin de l'année on vous dit de faire un rapport annuel, eh bien c'est très compliqué. Il faut compiler 12 mois d'activité, il faut aller chercher des données, des informations. Personne n'a envie de faire ça, ça devient très vite très fastidieux. Donc, il faut que nous puissions revenir à ces principes de fonctionnement simples, à savoir à la fin du mois, faire son rapport mensuel et l'envoyer à la tutelle. C'est un outil qui n'est pas seulement fait pour le reporting à la tutelle, il est fait aussi pour servir de bilan, d'évaluation à son propre niveau. Avec le rapport mensuel, on a des éléments pour évaluer son travail. Est-ce qu'on a bien travaillé? Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Est-ce qu'on a atteint les performances qui étaient attendues? Donc c'est au fond, avant tout, un outil de gouvernance personnelle au niveau de chaque entité. Et quand je dis chaque entité, chaque service, chaque direction générale. Nous avons évidemment une obligation au niveau du cabinet. Mais s'il y a un rapport annuel, c'est qu'il y a un programme d'activité. Le rapport annuel est un document qui permet d'analyser par rapport au programme d'activité que l'on avait émis si on a rempli les objectifs. Donc, nous devrions aussi avoir systématiquement un programme d'activité. La gouvernance moderne permet d'avoir de nombreux autres outils de pilotage, des tableaux de bord, et ainsi de suite. Mais si déjà on a ces deux documents, ce serait pas mal. Aujourd'hui, nous recevons en ce qui concerne la production pétrolière et gazière, puisqu'il y en a une quand même, des données de production sur une base mensuelle, ce qui est très grave. C'est-à-dire qu'il faut attendre 30 jours pour avoir les données de production de la part des producteurs. Notre ambition est de mettre en place, c'est l'occasion d'en parler un petit peu, un système d'information pétrolier par lequel tous les jours nous aurons l'information sur la production. Mais même ces rapports mensuels de production, quelques-uns les produisent, d'autres ne les produisent pas. Je crois que nous devons tous ici ensemble, en tant qu'acteurs publics, administration, nous assurer que ces rapports mensuels sont fournis par les acteurs. Notamment pour l'aval pétrolier, c'est surtout les privés. Pour l'amont pétrolier aussi d'ailleurs, c'est surtout les privés. Nous devons veiller à ça. Nous devons veiller à ça. Ces rapports de production et d'autres données liées à l'activité, eh bien, c'est ceux-là qui vont alimenter les rapports mensuels, évidemment. En attendant que nous arrivions à l'information au fil de l'eau que nous souhaitons. Parmi les documents administratifs, il y a aussi les rapports de mission. Quelqu'un me rappelait qu'à une époque donnée, dans ce pays, quand un ministre allait en mission, il rendait compte au Conseil des ministres. Ça s'est perdu. Ça se fait de temps en temps en fonction des sujets. Mais aujourd'hui, on part en mission, et puis on rentre, et puis on passe à autre chose. À une époque donnée, j'avais, dans un ministère, décidé que si on n'avait pas fait son rapport de mission, on ne repartait pas en mission. Bon, ça a été vécu très douloureusement, très durement, et si on appliquait ça aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne partiraient plus. Je crois qu'on peut simplement faire appel à la conscience de chacun, qu'on a été mis en mission par sa société, mis en mission par l'État, et qu'au retour, on doit rendre compte de la mission. Ceci est un rappel. Nous l'avons déjà décliné, expliqué à plusieurs reprises, mais il paraît que la répétition est la mère des sciences, alors y répétons. Le premier axe stratégique, et nous l'avons fait inscrire dans le PND quelque part, je l'espère, et si ce n'est pas dans le PND, en tout cas, c'est dans les documents que nous avons transmis au gouvernement. D'ailleurs, ces axes stratégiques relèvent d'instructions que nous avons reçues. Le premier axe, c'était de rétablir la confiance au niveau de l'amont pétrolier, entre l'État et les acteurs privés notamment, suite aux nombreuses tensions que nous avons connues pendant de nombreuses années pour diverses raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Rétablir la confiance, rétablir la sérénité
au niveau de l'aval pour mettre un terme au déclin de production en relançant les investissements et les travaux pétroliers et tenter d'amorcer une inversion de la courbe de production pour quitter la baisse de production pour aller vers l'augmentation de la production. Ce travail reste valable et d'actualité, même si en un an et demi, nous avons fait beaucoup, tous ensemble, et qu'aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que, en effet, les travaux pétroliers, les investissements ont repris massivement. Tous les opérateurs pétroliers, ou presque, ont pris des engagements, y compris en termes de chiffres d'investissement pour les 3 prochaines années, plus ou moins. C'était la première mission que nous avions, le premier axe stratégique. Le deuxième, c'était le challenge du gaz. C'est toujours le challenge du gaz. Quel nouveau challenge que s'est fixé le chef de l'État pour ce pays? C'est pratiquement un véritable secteur qui nous est demandé de construire et de bâtir. Ceci est en étroite relation avec son propre engagement pour l'environnement, pour la lutte contre les changements climatiques. Et le gaz étant reconnu par tous comme étant l'énergie de transition par excellence, eh bien, le chef d'État a demandé que tout le potentiel gazier puisse être valorisé, y compris le gaz qui est torché, pour lequel des textes très coercitifs ont été pris récemment, notamment un décret qui fixe des amendes. C'est notre deuxième challenge. Il nous impose de construire une architecture juridique, code gazier notamment, avec tous les textes d'application, une architecture institutionnelle, qui va faire quoi et comment, un modèle économique et financier, et bien sûr de la promotion pour attirer les investisseurs, soit ceux qui sont ici, les attirer vers le gaz, soit ceux qui ne sont pas ici, les attirer vers le Congo et le gaz. Mais l'objectif, c'est d'améliorer les revenus pour l'État, tirés de l'activité pétrolière et gazière, ce serait un surplus. 2, de développer tout ce que le gaz permet de développer comme filière. En premier, la filière export par le gaz naturel liquéfié, c'est ça qui apporte le plus de revenus. Deuxièmement, la production d'électricité à partir du gaz pour accélérer l'accès à l'électricité de la population. Troisièmement, le président il tient beaucoup la production de fertilisants à partir du gaz, avec l'énergie que nous pouvons avoir, mais aussi parce que nous avons le phosphate et la potasse, entre autres, et un port à l'eau profonde. Et enfin, mettre à la disposition et des ménages et des opérateurs économiques le gaz. C'est un vaste programme et donc c'est pour ça que c'est un vrai chantier. Troisième axe stratégique, c'est le renforcement des capacités. Nous ne pouvons pas avoir ces ambitions, toutes ces ambitions, si nous n'avons pas les hommes et les femmes qui conviennent, formés à bon escient, performants, experts, patriotes, remplis, nantis des valeurs républicaines. Le président est le champion en lutte contre les antivaleurs, donc ceci est un critère important pour être un cadre accompli au service de son pays. Nous ne pouvons pas réussir ces ambitions si nous n'avons pas de ressources humaines de qualité, un capital humain pour lier. Le renforcement des capacités devra faire l'objet de travaux précis au niveau de notre secteur pour déterminer les actions à mener à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau du ministère et au ministère. D'abord le cabinet, nous avons besoin de penser de capacité. La direction générale des hydrocarbures aujourd'hui et demain, les 4 directions générales, nous en avons besoin aussi. L'inspection générale en aura besoin. Au niveau de la RAP, ils en ont besoin. La SNPC, on a forcément besoin
à cause de tous ces challenges, ces anciens, nouveaux, auxquels elle est confrontée au nom de l'État. Mais les entreprises privées en ont également besoin, bien sûr. Aussi bien les entreprises d'exploration-production, en amont, les entreprises de services, mais aussi, bien entendu, au niveau de la marque pétrolière. Et le fait que l'on voit aujourd'hui de plus en plus proliférer des contrats précaires à travers ce qu'on appelle la sous-traitance, c'est-à-dire l'usage abusif, à mes yeux, des entreprises de mise à disposition de personnel, me conforte dans le besoin de renforcer les capacités, parce qu'un cadre qui est régi par un contrat précaire ne peut pas être performant, c'est impossible. Et si des compétences avérées sont traitées par le biais de contrats précaires, alors ça n'est pas très pertinent. Dans ce cadre, le ministère envisage beaucoup de choses et l'action la plus emblématique dont nous parlons et sur laquelle nous travaillons, c'est celle de construire au Congo, de créer au Congo l'Institut africain de pétrole, qui serait situé à Pointe-Noire et qui serait donc rattaché à l'université nouvelle de Pointe-Noire, dans le projet est annoncé par le président pendant sa campagne et pour lequel il y a aujourd'hui un haut commissaire, notamment le professeur William Boukoui. Il travaille dessus, je crois que le terrain est trouvé, l'étude de faisabilité est en cours. Et donc, nous aimerions qu'au sein de cette université à Pointe-Noire, où se trouve l'essentiel du pétrole congolais, avant que le bassin côtier, le bassin continental puisse se développer, il y a un institut, pourquoi africain? Parce que nous pensons qu'on a la légitimité, on est le troisième producteur de pétrole en Afrique, on est situé au centre de l'Afrique, on est un pays très ouvert, très accueillant. Et nous pensons que nous avons la légitimité pour le faire. L'axe stratégique suivant, et qu'on pourrait rattacher aussi au renforcement des capacités, c'est l'accès aux technologies les plus pointues, les plus modernes, et notamment les technologies modernes, les technologies numériques, pour gérer ce secteur. Cela a commencé par des initiatives que j'ai trouvées, que je salue, celle du cadastre pétrolier notamment, mais nous devons aller beaucoup plus loin que cela. Il faut totalement numériser tout le secteur. Il faut que grâce au numérique, nous puissions être aussi efficaces qu'une société pétrolière étrangère. C'est-à-dire avoir les mêmes données, les mêmes capacités d'interprétation, les mêmes capacités de modélisation, les mêmes capacités de suivi, les mêmes capacités de calcul. Et à partir de cela, être capable de négocier pour notre pays les meilleurs contrats et de proposer les meilleures lois. Et de nous assurer que la moindre goutte qui appartient à l'État lui revient effectivement. Et qu'ensuite, qu'elle est valorisée au meilleur prix. C'est un vaste programme que d'autres pays ont commencé à engager. Et 2023, j'espère, sera l'année du début de cette inclusion dans les technologies les plus pointues pour la gestion du ministère. Enfin, dernière stratégie qui peut paraître désuète, mais qui est important à mes yeux, sont les conditions de travail. Ça concerne, bien sûr, en premier le ministère, avec ses 4 directions générales d'inspection, mais même avant cela, le ministère était déjà très très à l'étroit. Et je ne vois pas comment le ministère qui gère la première ressource nationale peut être mal loti, mal logé, mal installé. Mais ça concerne aussi les structures sous tutelle et il est clair que je ne suis pas satisfait de l'installation de l'ARAP. C'est clair. La SNPC bénéficie de meilleures conditions d'installation, tant mieux. Je ne suis pas satisfait des conditions d'installation de la DDHK à Pointe-Noire, disons départementale à Dolisie, disons départementale à Oyo. Ça n'est pas acceptable. Pour la responsabilité qui est celle de ces agents, qui gèrent la première ressource du pays, qui apporte près de 60% du budget de l'État, il n'est pas acceptable qu'ils travaillent dans les conditions que j'ai pu constater. Nous en faisons un axe stratégique majeur d'améliorer les conditions de travail. Voilà donc pour les axes stratégiques qui n'ont pas changé, ils sont les mêmes. Ensuite, avant-dernier point que je voulais aborder, ce sont les perspectives 2023-2024. Je
je le fais sur 2 années, parce qu'il y a peu de choses que réellement on réalise en une seule année. C'est même plutôt sur 2-3 ans. Mais bon, on peut choisir l'intervalle des 2 ans. Les perspectives 2023-2024 ont aujourd'hui pour figure emblématique le projet ENI, GNL. 5 milliards de dollars d'investissement dans ce pays. Le projet a déjà commencé. Premier tanker d'exportation de GNL prévu en octobre. Ce n'est donc plus un rêve, ce n'est plus une utopie, c'est une perspective concrète de produits nouveaux qui vont entrer dans notre paysage pétrolier et gazier, de revenus supplémentaires, mais surtout de perspectives nouvelles très très importantes. Comme je l'ai dit, c'est un véritable écosystème que nous devons mettre en place autour du gaz. Deuxième perspective, c'est tous les travaux pétroliers engagés par les compagnies pétrolières, avec déjà dès la fin de l'année dernière un début de bons résultats avec successivement par Perenco un puits à succès et surtout une découverte. Même si ce n'est pas la méga découverte, mais ça faisait longtemps qu'on avait fait une découverte en ce pays. Et ça fait chaud au cœur. Les travaux engagés pour 2023-2024 nous font espérer d'autres découvertes, notamment Total avec le puits d'exploration sous-marine 20, mais aussi avec les puits Infill, qui devraient améliorer de façon importante, nous l'espérons, la production sur Moho. Sur COSA, nous avons demandé et obtenu que Total fasse une étude pour s'assurer qu'il ne soit pas plus intéressant de transformer le champ de COSA en champ à gaz, avec bien sûr les condensats et un peu d'huile, plutôt que de l'exploiter comme un champ à huile. Et le gaz est un peu le produit additionnel qu'on essaie de valoriser comme on peut. Ils ont accepté de faire l'étude. Eux voulaient attendre le breakthrough comme ils attendent, ils appellent, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus produire l'huile. Et à ce moment-là, parce qu'il n'y a plus de pression, parce qu'il n'y a plus d'énergie pour la sortir, pour envisager de passer en champ à gaz, on leur a dit non. Au prix où se vend le gaz aujourd'hui, ça n'est pas normal de ne pas essayer de regarder quand même. Vous ne devez pas décider comme ça, but pour point, mais analyser, regarder. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas plus valorisant? Est-ce que ce n'est pas plus rentable de privilégier le gaz aujourd'hui sur ce champ? Et donc l'étude est en cours. J'espère qu'elle va les convaincre de faire cette transformation. Nous y croyons, le président en tête. Les perspectives 2023-2024, c'est l'exploration de Eni. À part le gaz, évidemment, il continue à explorer l'huile, et notamment sur des profondeurs assez importantes. Et nous espérons que là aussi, nous pourrions avoir de bonnes surprises. En particulier, Eni va faire pour la première fois dans ce pays un puits d'exploration pour chercher le gaz. Ça ne s'est jamais fait chez nous. D'habitude, on cherche l'huile et puis si on trouve le gaz, on dit « oulala, quelle mauvaise nouvelle ». Là, un puits d'exploration va être fait pour chercher le gaz, pour chercher les quantités additionnelles pour alimenter le projet gaz. Les perspectives 2023-2024, toujours dans l'amont, c'est Wingwa, qui produit aujourd'hui 34-38 000 barils jour et qui donc a déjà annoncé en comité de gestion aux autorités qu'en 2024, il devrait atteindre les 80 000 barils jour, en passant par une étape de 60 000 en 2023. Mais Wingwa, c'est aussi beaucoup de gaz torché et nous travaillons déjà avec eux en comité de gestion sur le projet de valorisation du gaz. Une première version a été discutée, une deuxième a été discutée. J'espère qu'assez rapidement on va finaliser cela pour que Wingwa aussi devienne l'acteur du gaz au Congo, peut-être le deuxième acteur du gaz au Congo après Eni. Les perspectives de 2023-2024 pour l'amont, c'est aussi un certain nombre de champs marginaux
abandonnés ou en cours d'abandon, qui vont être abandonnés par les majors, parfois un peu sous notre pression. Et nous travaillons à ce qu'il y ait une vraie stratégie nationale de valorisation de ces champs marginaux avec une implication importante de la compagnie nationale, mais aussi des compagnies privées locales. Donc ce fameux contenu local. Les perspectives 2023-2024 pour l'amont pétrolier, c'est donc sur la base de tous ces travaux, nous l'espérons, un retour d'activité pour les sociétés de services, pour les sociétés de sous-traitance, parce que c'est cela qui constitue le tissu économique local à Pointe-Noire, autour de Pointe-Noire, qui contribue à créer de la richesse, contribue à créer des emplois de nos concitoyens, de nos parents. Et donc j'espère que d'ici la fin de l'année, on verra beaucoup de Congolais qui avaient perdu des emplois, retrouver des emplois. Beaucoup d'activités qui ne fonctionnaient plus reprendre, y compris les activités banales comme le commerce général, les restaurants, les hôtels, ainsi de suite, tout ce qui se fait. Ceci devrait être amorcé à Pointe-Noire, mais évidemment, la circulation d'un flux monétaire nouveau généré par ces activités aura forcément un effet ici à Brazzaville et on devrait le voir. Il semble même qu'actuellement on le voit plus à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Déjà. Perspective 2023-2024, c'est un travail très important engagé par le gouvernement avec en tête le Premier ministre sur le contenu local. Nous voulons donner un sens consensuel à ce concept et surtout le traduire par des mesures. Il y en a eu beaucoup déjà. Si on dit qu'il n'y en a pas eu, ce serait mentir et ce serait manquer de respect à ceux qui les ont prises en passé. Mais visiblement, ils n'ont pas l'efficacité attendue et probablement il faut complètement revisiter tout cela, simplifier cela et s'assurer que ces mesures sont applicables. Il faut que le contenu local prenne sa place dans ce pays pour contrôler, c'est l'objectif que nous avons en tête, 40% de l'activité pétrolière et parapétrolière. 40% de l'activité pétrolière, 40% de l'activité parapétrolière, c'est un minimum comparé à ce qui se fait dans tout le pays. Et pour nous, quand on dit contenu local, c'est à la fois la compagnie nationale pour l'amont et pour l'aval, et les compagnies privées locales. Les perspectives pour 2023-2024 pour l'aval, c'est le challenge, c'est le gros challenge. Entre les contraintes liées au programme que nous avons avec le Fonds monétaire, matérialisé par un mémorandum dans lequel il y a un certain nombre de mesures qui nous sont engagées, et le secteur aval pétrolier est une part importante de ces mesures, entre le souci que nous avons de ne pas aggraver la situation des populations, il faut trouver un juste milieu et ce n'est pas facile. Et ça va être notre responsabilité en 2023 et 2024 pour ne pas faire échouer le programme. Le secteur aval devra se mobiliser totalement pour faire face aux réformes qu'exige le secteur dans ce contexte à la fois de programme avec le Fonds monétaire, de crise énergétique qui est encore là, et d'un sous-secteur qui malheureusement n'est pas encore au top de sa performance. Donc nous devons tout faire pour amener l'efficacité, l'efficience, la performance dans ce secteur. Ça signifie un nombre important d'actions, je ne vais pas lister toutes ici, mais si vous souhaitez, on peut en parler. Et pour moi, la première d'entre elles, c'est de rendre l'agence de régulation efficace. Et nous avons toute une réflexion aujourd'hui sur l'agence de régulation. Est-ce qu'on la garde uniquement dédiée à l'aval pétrolier, parce que nous n'avons pas d'agence de régulation pour l'amont pétrolier, et on crée une agence pour l'amont pétrolier, ou est-ce qu'on n'étend pas ces prérogatives à l'amont pétrolier, comme c'est fait dans plusieurs pays, notamment en Algérie où nous étions, et en profiter, en effet, pour la rendre performante. Et je crois que la tendance, c'est plutôt cette deuxième hypothèse, d'avoir une grosse agence, amont et aval, et en profiter pour la rendre efficace. Et la collaboration avec l'Algérie sera probablement déterminante parce que, au plus haut niveau, les deux chefs d'État ont souhaité que nous puissions la renforcer. Et je crois que nous avons là un bel exemple de ce qui peut être fait chez nous, transposable
Il y a d'autres exemples, Angola, Nigeria, on a regardé, mais l'exemple d'Algérie, au moins pour la régulation, nous paraît être le plus pertinent. Mais on va benchmarker et on verra aussi ce qui se passe chez les autres, on a déjà commencé à regarder. L'amont pétrolier peut fonctionner sans régulation, il a fait jusqu'à présent. Cette régulation est assurée, bon an, mal an, plus ou moins bien par le ministère, par la direction générale, le cabinet, par la SNBC. Mais je crois que le temps est venu de clarifier la mission de régulation d'un amont pétrolier et de confier ça à une entité dont ce sera la responsabilité. L'aval pétrolier doit remplir son office, c'est-à-dire, je veux le dire de façon très forte parce que c'est aujourd'hui la position de la plupart des pays africains et donc de nos chefs d'État. Tout Africain a droit à l'électricité. Tout Africain a droit aux produits pétroliers liquides. Tout Africain qui le souhaite doit avoir droit au butin. C'est en cela que se résume notre mission. Ce qui est dit pour les Africains est évidemment valable pour le Congo. Et donc, pour le reprendre pour le Congo, tout Congolais doit avoir accès à l'électricité. Et elle est entre autres fournie grâce aux produits pétroliers, notamment par les centrales thermiques. Tout Congolais doit avoir accès aux produits pétroliers où qu'il soit, notamment le pétrole Longbang, entre autres. Tout Congolais, s'il le souhaite, doit pouvoir avoir accès au butin. C'est ça notre mission. Il doit pouvoir avoir y accès de façon permanente, sans rupture incessante. Il doit pouvoir y avoir accès à un prix qui soit en adéquation avec son pouvoir monétaire. Donc c'est un vaste programme. À côté de ces objectifs d'intérêt général, nous avons des objectifs d'intérêt patrimonial, stratégique et sécuritaire. Et je vais revenir à ma marotte, c'est les fameux stocks. Nous devons régler cette question en 2023. Nous devons revenir, nous devons pouvoir respecter les textes qui fixent l'ensemble de ces stocks à 2 mois. Nous devons y arriver. Nous devons y arriver, pour moi, au plus tard à la fin du premier semestre. Je dois pouvoir dire au gouvernement, c'est fait. Perspective 2023-2024 est une politique de formation, au moins au niveau du cabinet du ministère, qui va être complètement modifiée avec des partenaires. En premier, IFP Training, IFP School. Nous travaillons avec eux ardemment pour bâtir, non pas la formation 2022 parce qu'elle va se faire sur des bases anciennes, mais la formation 2023 se fera sur des bases nouvelles. Évidemment, nous informerons dans le détail au fur et à mesure. Les partenaires, ils sont partie intégrante de la commission formation. Mais c'est une philosophie, une culture nouvelle de la formation que nous voulons instaurer pour garantir l'amélioration des performances des agents, pour garantir l'amélioration de leur expertise. Nous le ferons en nous appuyant sur l'IFP, je l'ai dit, Training School, ce qui ne veut pas dire qu'ils en auront l'exclusivité. Ils vont nous aider à construire ça. Ils seront un des acteurs de la mise en œuvre, mais il y en aura d'autres. Et le deuxième acteur principal, c'est encore une fois l'Algérie, où nous avons vu un exemple extraordinaire de mise en œuvre, de renforcement des capacités, de la formation des agents, extraordinaire, avec de magnifiques résultats. Et donc c'est le deuxième acteur qui devrait nous appuyer. Et enfin, bien sûr, il y aura des acteurs locaux, les mêmes, les cabinets, les écoles privées, l'enseignement supérieur notamment, mais aussi nous voulons parler avec l'Université de Nice, l'Université Marien-Ngouabi, pour qu'ils soient plus impliqués dans cette politique de formation du secteur des hydrocarbures, sachant que dans ces deux universités, il y a des chaires, il y a des départements entiers, il y a des filières dédiées aux hydrocarbures, aussi bien sur le plan technique, avec les géologues, notamment des ingénieurs à l'NSP, que sur le plan de l'économie, de la fiscalité, et je l'espère du droit pétrolier. Si ce n'est pas le cas, nous en discutons avec eux. 2023-2024, je l'ai dit, 2023 surtout, pardon, je l'ai dit, ce sera, j'espère,
l'installation correcte de nouvelles entités, les 4 directions générales et l'inspection générale et les nouvelles directions rattachées. Voilà donc pour les perspectives. Je vais terminer par les priorités. Qui trop embrasse mal les trains, donc il est certain que si on veut tout faire, on va y arriver. Ma première priorité aujourd'hui, c'est le financement du ministère. Nous avons plusieurs pistes en tête, nous avons des réflexions en cours. Dès qu'elles seront mûres, nous irons les présenter au Premier ministre et au chef de l'État, parce que pour moi, il n'est pas acceptable, encore une fois, que ce ministère qui gère la première ressource ait autant de mal à disposer des ressources nécessaires à son fonctionnement efficace et efficient. Efficace et efficient. Le budget de fonctionnement de ce ministère, pour moi, n'est pas du tout en adéquation avec ses missions. Le budget de transfert non plus. Le pire, c'est le budget d'investissement. C'est vraiment haut de chagrin. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je me suis battu moi-même pour ça depuis mon arrivée et je n'ai pas réussi à améliorer de façon importante ces allocations. Donc on va engager la bataille pour que nous disposions des ressources nécessaires. La priorité, ça fait 3 fois que j'en parle, c'est la mise en œuvre de l'organisation nouvelle. La priorité, c'est un certain nombre de réformes. J'ai commencé à en parler pour la régulation, il y en a d'autres. Nous y travaillons actuellement avec des partenaires, j'espère qu'on va faire aboutir ça assez rapidement. L'amélioration des conditions de travail, j'en ai parlé, mais ça fait partie des priorités. Et enfin, le contenu local, qui est un sujet sur lequel le gouvernement travaille très ardemment et très sérieusement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Un peu long, mais si ça arrive une fois tous les 2 fois par an, j'espère que ce n'est pas trop indigeste. Ce sont les orientations que je souhaitais partager avec vous en ce début d'année, pas seulement pour l'année, vous l'aurez compris, mais pour les 3 années à venir, pour les 2 années à venir, ainsi que les priorités. Je suis convaincu que nous avons la volonté, le patriotisme, les compétences, la capacité de mener à bien ces challenges et ces enjeux. Je souhaite que tous ensemble, nous puissions les privilégier. Nous puissions les placer à la hauteur qui convient. Tout ce qui doit y concourir et qui peut poser quelques problèmes peut être réglé forcément si on est capable de mener ces challenges et de les porter au niveau qui convient. On doit pouvoir régler les problèmes annexes. Il serait dommage que les problèmes annexes mettent en péril ces challenges et ces défis. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Je propose que nous ayons quelques temps d'échange sous la conduite du maître de cérémonie. Mesdames et messieurs, je vous remercie.